Je suis Jacqueline Falzine, j'exerce depuis plus de 15 ans. Mon métier consiste à développer des stratégies cognitivo-comportementales. Il s'agit principalement de développer des stratégies d'apprentissage qui prennent en considération le profil singulier d'un apprenant pour lui permettre d'actualiser toutes ses potentialités, et ce, malgré une situation de handicap cognitif. Le film qui vous est présenté concerne une démarche expérimentale faite dans le collège Pierre Suc dans le Tarn auprès d'élèves scolarisés en 3e. L'objectif principal de mon intervention est de permettre aux élèves identifiés en difficulté, voire en échec dans le domaine des mathématiques, de comprendre et de se saisir pleinement d'un concept unanimement reconnu complexe par l'ensemble des professionnels enseignants. La notion de proportionnalité a été abordée de façon atypique, simple et épurée pour faciliter la performance cognitive. L'enseignement des mathématiques suppose que l'apprenant mobilise un mécanisme cognitif intact. Or, parmi les élèves, au moins la moitié d'entre eux présentent un trouble neurodéveloppemental qui n'affecte pas l'intelligence, mais qui rappelle la situation de handicap dès lors que les fonctions dédiées au traitement sont altérées. Cette classe est reconnue par le professeur principal comme étant la plus en difficulté par rapport aux autres classes de 3e. Les mathématiques, et plus particulièrement les figures géométriques ou encore les tableaux, mobilisent la fonction regard. Or, les troubles neurovisuels, trop méconnus, affectent beaucoup d'enfants porteurs de troubles 10. Ils altèrent la saisie de l'information et compromettent les apprentissages. C'est pourquoi je propose une stratégie épurée, colorée, qui vise à éduquer et à entraîner le mouvement oblique de l'œil, praxis potentiellement maladroite en présence d'un trouble visio-spatial. Afin que l'apprenant ait les moyens d'utiliser au maximum ses compétences visio-attentionnelles, visio-spatiales et oculomotrices, je présente un matériel simple, dépouillé, avec peu de distracteurs. J'utilise également une présentation claire et structurée. Je limite le nombre d'exercices par page et j'évite de présenter 2 pages en même temps. J'utilise en outre la couleur pour faire ressortir les éléments pertinents. Et je pense que le repérage visuel nécessaire à ce type d'exercice est particulièrement difficile. C'est pourquoi j'utilise la verbalisation en employant un vocabulaire spatial précis. J'entends également que l'apprenant peut avoir une vision imparfaite de la forme globale, ici, malgré une bonne acuité visuelle. Une fois que vous avez terminé, avec votre index, vous allez cacher la case blanche. Et pour trouver la case blanche, on fait bleu, vous répétez après moi, bleu fois bleu, ça marche. Donc pour trouver la case blanche, on fait bleu fois bleu, et on va diviser par la case blanche au-dessus, ça marche? Ok, on reprend depuis le début. Bleu fois bleu divisé par la case blanche est égal à la case. Ça marche? Ok, on reprend une dernière fois. Bleu fois bleu divisé par la case blanche est égal à la case blanche. Ça marche, Yann? Tu peux le faire? Pour trouver la case blanche, on fait bleu fois bleu divisé par la case blanche. Ok, ça marche. Yann? Bleu fois bleu divisé par la case blanche. Ok, super. L'ensemble des stratégies a vocation à être imitée et reproduite. Elle doit donc être explicite. L'utilisation de l'index ici est un renfort visuel efficient. Comparé à un filtre,
Il permet d'opérer un choix, un tri, une sélection, parmi le flux d'informations qui parvient sans cesse à nos sens. Un défaut d'inhibition se manifestera par un trouble de l'attention et de la concentration, mais plus spécifiquement par un trouble des fonctions exécutives associé à une distractibilité importante. L'inhibition visuelle, exercée par l'index, renforce et contraint le traitement visuel oblique. Ainsi conduit, l'œil se déplace sous l'effet d'une commande dite volontaire. Pour que la stratégie mobilise l'adhésion de l'apprenant, il faut qu'il en perçoive les bénéfices et qu'elle ne consomme pas toutes ses ressources attentionnelles. Avec votre index, vous cachez. Ça marche? Tu peux me dire comment je fais pour trouver cette case-là? Blanc fois blanc divisé par Ça peut les autres, enchaînez, hein, si vous avez compris. Et ensuite, la mise. On fait quoi? Bien que cette démarche puisse paraître a priori simpliste, il s'agit d'expliquer comment le mouvement de l'œil et notamment la perception opèrent. On n'utilise pas les mêmes fonctions du regard lorsqu'on regarde un paysage ou lorsqu'on cherche le beurre dans le frigidaire. On peut très bien voir sans repérer le beurre dans le frigidaire. Autrement dit, quand je vous demande en fait d'utiliser l'index, ça vous aide en fait à faire un mouvement de l'œil oblique. L'œil quand il part de gauche à droite, de haut en bas, malheureusement parfois il peut être maladroit. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je vous demande d'utiliser votre index pour cacher et contraindre au moyen des couleurs le mouvement de l'œil. La deuxième étape dans la notion de progression consiste ensuite à introduire des parasites visuels, c'est-à-dire des nombres, puis ensuite des lettres, qui permettent l'accomplissement d'une performance cognitive représentée par la double tâche. La mobilisation de l'attention partagée entre les nombres et le mouvement de l'œil notamment. Après, c'est pareil que la couleur. Oui, exactement pareil. Allez, c'est la même chose. On pose son index sur le point d'interrogation. Donc là on a fait un mélange. Lettres, nombres, entiers et nombres décimaux. Il n'y a rien qui change, sauf j'ai introduit des parasites. Et je constate, oui, tu lèves les sourcils et tu dis quel parasite, c'est facile. Oui, pépère. Est-ce que c'est pas un truc genre faut faire quand il y a des lettres et des chiffres, par exemple pour EJAB 14,3 faire EJ fois AB divisé par 14,3, ça change pas? Pour trouver cette case-là, tu fais ça. Oui, fois 14,3 normalement, divisé par AB. Exact. D'accord. Et je pensais qu'il y avait Bien. Ça ne change absolument pas. Je vous ai donné une stratégie motrice, c'est un gros mot. C'est-à-dire que l'œil, il s'exerce, il s'entraîne. On y met d'abord des couleurs, après on y met des nombres, ensuite on met des lettres, on mélange lettres et nombres. Cette stratégie va vous servir pour faire plein d'autres exercices en mathématiques. Ça marche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté avec les nombres et les lettres? Personne? Ça marche? Tout le monde? Vous avez rempli toutes les cases? Ok. Alors, maintenant, ça c'est le cours. Ce que vous devez retenir, Le cours, illustré en dessin et projeté au tableau, est simplifié, épuré de langage écrit. Il mobilise une attention soutenue des élèves, les indices saillants sont colorés,
L'attention conjointe est focalisée en direction des éléments pertinents. Pourquoi le choix d'une présentation imagée? La mémoire imagée est extrêmement puissante et durable. L'image dispose d'un double codage, un module imagé et un module lexical associé. La compréhension d'une image est instantanée. Nous n'avons pas besoin d'utiliser le langage oral pour expliquer son contenu. A l'inverse, la compréhension lexicale, c'est-à-dire les mots entendus ou écrits, est accessoire. Je ne vais pas utiliser de mots compliqués. J'utilise juste une mémoire visuelle. Cette mémoire visuelle, elle est très forte en mémoire. Elle reste longtemps en mémoire à long terme. Ce que vous devez retenir, c'est que quand on fera le tableau, ça sera du rouge sous du rouge. Du vert sous du vert. Des euros sous des litres, des mètres, des bonhommes, des stylos. L'étape suivante consiste à apprendre à remplir un tableau de proportionnalité seul. Les feuillets posés sur la table illustrent le cours. Ils sont découpés et donnés l'un après l'autre pour traduire la progression. Chaque feuillet est supposé automatiser avant d'aborder le suivant. On va apprendre à construire un tableau. Vous allez utiliser des couleurs. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous ai dit, quand on va construire le tableau, il faut du jaune sous du jaune, du rouge sous du rouge. Pourquoi les verts sous Pourquoi? Parce que c'est comme L'utilisation des couleurs différentes mobilise une attention partagée et focalisée. Le raisonnement perceptif s'élabore car la ressource attentionnelle est disponible. Il se trouve que dans les énoncés qu'on va vous donner, parce que c'est pas les mêmes unités. c'est pas les mêmes unités. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez utilisé un mot, un concept. Ouais, Gabriel, il est pas mal. Le 1, par exemple, c'est une heure, et ben on va le transformer en 60 minutes. La notion de conversion utilisée par une élève prend tout son sens. Gabriel comprend la nécessité de changer d'unité. Ouais, alors en fait, on va le faire simple. Le vert, soit on le transforme en rose, ça marche. Oui. Ou le rose, On le transforme en vert. ici. On a donc des kilomètres sous des kilomètres. C'est pour dire que les heures, soit tu les transformes en minutes, soit les minutes, tu les transformes en heures. Ce qu'on observe, parce qu'on corrige les copies, c'est que très souvent, il y a des erreurs d'inattention. Dans l'énoncé, on mélange les unités et on attend de vous que vous procédiez au changement d'unité. Dans ce tableau que vous allez apprendre à fabriquer, il y aura des nombres et surtout des dessins. D'accord? Des dessins, ça s'illustre par des bonhommes sous des bonhommes, des bouteilles sous des bouteilles, des kilomètres sous des kilomètres, et vous l'écrivez. Ce n'est pas un tableau qui est constitué uniquement de nombres. Non. D'accord? Il faut en plus, à côté du nombre, placer l'unité. Ça marche? Mémoire visuelle, nickel. Quoi d'autre? Parce que sinon, si on change les couleurs, ben, le cerveau il va se focaliser sur l'information, il ne va pas traiter les autres. C'est ça. D'accord. Le problème, c'est que vous allez trouver ça super facile. Plus c'est facile, plus il y a de l'impulsivité. D'accord? L'impulsivité, c'est faire trop vite sans réfléchir. D'accord? Donc pour éviter qu'il y ait trop d'impulsivité, vous allez prendre le temps de prendre des feutres
de colorier les éléments pertinents, bonhomme sous bonhomme, litre sous décilitre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Par contre, interdiction formelle de faire des euros sous des bouteilles sous des euros. En fait, ça, c'est une erreur d'inattention. Vous avez appris à surmonter les pièges, c'est-à-dire vert sous vert, jaune sous rose. Là, vous allez devoir convertir. Okay, du bleu sous du bleu, du vert sur du rose, patatras, pour refaire un autre tableau. Gabriel met 24 minutes pour aller chez son ami qui habite à 2,5 km de chez lui. Ça marche? En marchant, Gabriel met 24 minutes pour aller chez son ami qui habite à 2,5 km de chez lui. Vous avez vu, c'est exactement la même phrase. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas tout à fait. J'ai mis des couleurs. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est différent entre celle-là et celle-là? Elle tient que sur une seule ligne. Yes. Okay. Ouais. Elle tient que sur une seule ligne. Okay. Parce que je suis en train de vous aider à apprendre à faire un tableau tout seul. Vous allez devoir apprendre à faire votre tableau de proportionnalité tout seul. D'accord? Ensuite, en marchant à la même vitesse, combien de temps mettra-t-il pour aller à l'entraînement de foot situé à 5,2 km? Oui, vous ne savez pas, d'accord? Mais là, on va juste apprendre à placer les bons nombres sous les bonnes unités. En marchant à la même vitesse, combien de temps mettra-t-il pour aller? Vous avez vu, le tableau, il se fait tout seul. Vous le voyez? Vous l'imaginez? Comme ça. Comme ça. Vous l'imaginez? Oui. Ouais. Tu l'imagines, Pépère? Ouais. Ouais. Voilà. En principe, je demande à tous les apprenants, quand je les accompagne, de faire semblant d'écrire de gauche à droite. D'accord? Le tableau, vous l'écrivez de gauche à droite. Gabriel met 24 minutes pour faire 2,5 km. Combien de temps? Donc, comme s'il y a des minutes, c'est forcément des minutes. 5,2 km. Vous vous rappelez maintenant comment on fait pour remplir pour retrouver cette case-là? Ouais. 24 fois 5,2 divisé par 2,5. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est perdu là? Non. Alors, là, en roulant à la vitesse limitée à 130 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être? 130 km/h. Tu me l'as, Ouais, non mais juste, qu'est-ce que ça veut dire? c'est tout à 130 km/h. Oui, ça veut dire quoi? Tu peux deviner ce que tu fais. Si tu restes à la même vitesse que tu fais 130 km en 1 heure. Oui, en 1 heure, super. Tu l'as dit, en 1 heure. Bravo. Tu fais 130 km en 1 heure. Ça marche? En roulant à cette même vitesse, combien de temps faut-il pour parcourir 279,5 km? Où est-ce que je le mets? 279 km. Là, Ouais, super. Pourquoi? c'est des kilomètres de kilomètres. Yes, nickel. Des kilomètres sous des kilomètres, des heures sous des heures. Ça marche? Est-ce que tu sais comment on fait pour trouver cette case-là? C'est ça, divisé par 7 égale ça. Top. Une fois 279,5 divisé par 50. Nickel. Je t'en donne un plus dur. Ça marche? Alors, à toi, remplis le tableau. Sur l'autoroute, Jacqueline roule à 130 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, que tu fais en 1 heure 130 km. En 1 heure, 130 km. Ça marche? En roulant à la même vitesse, combien de kilomètres parcourus en 43 minutes? Où est-ce que je mets 43 minutes? Nickel. C'est quoi le problème? Mais là, tu transformes 1 heure en 60 minutes. Ouais. Génial. Je mets 1 heure en 60 minutes. Bravo. Super. Bravo. Là, tu fais un peu long. Ouais, comment on fait pour faire cette chose-là? Là, tu fais ça, fois ça, divisé par ça. Bravo. Super. D'accord? Ouais, ça marche. Bien. Aujourd'hui, on va vous donner des petits exercices. Mais avant de lancer les petits exercices, ce qui serait bien, ça serait de savoir si vous vous rappelez. Tu te rappelles de quoi? J'ai pas fini ma phrase, mais. Je me rappelle quand on faisait des petits papiers, quand on avait, par exemple, on devait mettre le doigt sur une case, par exemple une case blanche et qu'on avait 2 cases bleues. On devait faire bleu fois bleu divisé par blanc, ça donne blanc. Nickel. Et après, on a fait ça aussi avec des petits bonhommes. C'est ça. Alors, attends, tu racontes pas tout. Toi, tu as raconté le premier épisode. Ça marche? Comment tu t'appelles? Théo. Ok, merci Théo. Est-ce que quelqu'un se rappelle ensuite du deuxième épisode? Attends Théo, on va laisser la place. Ouais, ouais. Il y avait la même chose avec les chiffres. Ouais, on a fait la même chose avec les chiffres, effectivement. Dans tous les... Je cache, d'accord? Ça marche? Oui, on a fait la même chose avec les chiffres. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en vous donnant des images, les images, elles restent très longtemps en mémoire. Ok? Et en fait, moi, je vais faire la démonstration. Que oui, tu as ton épisode, on a fait la même chose avec les chiffres, c'est ça? Donc tu devais cacher. Alors, on ne dit pas les chiffres, on dit les nombres. Avec les nombres, ouais, on devait cacher. Et faire ce qu'on appelle des couverts. Avec toutes les cases, les unes après les autres. Oui, ça, super. Ensuite, ouais, c'était toi. Et après, Tu on te a rappelles ton remplacé... prénom? Nathan. Oui, Nathan. On avait remplacé aussi les couleurs par des lettres en majuscules. C'est ça. Et on avait fait tout le tour. Oui, Oui, toutes les cases. oui. Ouais, ça marche. Après, la mise. On avait fait avec des chiffres, des nombres et des lettres. Des nombres et des lettres, ouais. Et c'était le même principe, on cachait les cases et on faisait fois ça. Ouais. À ce stade-là, tout le monde commence à comprendre? Oui. Oui. D'accord. C'est le mécanisme de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en peu de temps, vous êtes en train d'apprendre un mécanisme. Voilà, c'est une technique. Ça marche? Oui, qui est-ce qui a soulevé le bas? Ouais. Donne-moi ton prénom. Émile. Émile. Après, on a aussi appris à faire avec les kilomètres par heure et les heures par minute. Non, il y avait une minute par quelque chose, je sais plus, mais on avait appris. C'est ça. Alors, Émile, en fait, avant de parler de kilomètres et de heures, de secondes, j'ai utilisé les couleurs. Tu te rappelles? Oui, on mettait, c'était bleu plus jaune. Non, c'était bleu et jaune en dessous. Et après, on devait les mettre tous les deux ensemble et ça faisait Ouais. bleu Alors, par je bleu. disais en fait bleu sous bleu, jaune sous jaune. Ça, c'était l'exigence. Oui, on va faire le tableau. Et pas de bol. Tu avais du bleu, du jaune ou du rouge. Ah. Et là, ouais, On devait les mettre ensemble. Et- secondes et minutes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il va falloir qu'on mette les minutes en secondes Ou ou les secondes en minutes. voilà, Léandra, est-ce que tu t'es rappelé un peu de tous ces épisodes? Oui. Ouais. Ensuite, je vous ai donné des énoncés écrits. Oui. Et il fallait donc, imaginer le tableau. Et il fallait que vous appreniez à faire le tableau tout seul. D'accord. Donc aujourd'hui, on va passer avec la caméra. On va vous donner des petits exercices. Parce que en évaluation, vous aurez des énoncés. Et vous devrez faire la démonstration, montrer que vous savez faire un tableau tout seul et le remplir comme il faut. Avec des pièges
Donc les pièges, bah, c'est bleu, bleu, jaune, rouge. Ou vert, bleu, orange, orange. Ça marche? Ok? Donc ça sera à vous en fait de convertir et vos meilleurs copains. Ouais. Ça marche? Donc, ok. Moi j'ai juste que Ouais, très bien. Donc, là, le problème, c'est qu'on a du verre sur du raisin. 1 kilogramme, ça nous fait 1000 grammes. D'accord? Donc, 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc, je peux remplacer 1 kilo par 1000 grammes. par 1000 grammes. Une fois que j'ai ça, j'ai bien des euros, des grammes, des grammes. Donc, je vais pouvoir Les convertir, mais calculer. calculer en mettant le doigt sur la case. Et faire le produit en gros. Ouais. C'est ça. Ok. Ou alors, deuxième méthode, je mets tout en Grammes. Kilogrammes. Là, j'ai tout mis en grammes. Là, je mets tout en kilogrammes. Donc, il me faut convertir 800 grammes en kilogrammes. Donc, 800 grammes, quand je l'écris, il est là. Si je le mets en kilogrammes, ça me fait 0,800. Ok. Et pareil, là maintenant j'ai du vert sur du vert et des euros sur des euros. Donc je vais pouvoir faire mon produit en grammes. D'accord. Centimètres, dans le tableau. Centimètres. Centimètres. Mètres. Ah non, décimètres. Oui, pépère, décimètres, Après, il y a mètre. Après, il y a picamètre. bravo. Hectomètre. Et c'est exactement Super bon. Donc tu veux tout mettre en centimètres? Oui. Ouais, donc on va mettre ici. Et ça fait Alors, 0,45 mm. On va mettre un 0 mm. Oui, bravo. On met 45 après. Voilà, on est là, d'accord? Et on le veut en? Centimètres. Du coup, on met un 0 là. Oui, bonhomme. Tac. Ça marche? Ouais. Ok. Donc là, maintenant, tu refais ton tableau. Et du coup, on a tout le monde en Centimètres. centimètres. Ça marche? Et on a bien du vert sous du vert. Parce que moi, en fait, dans ma tête, les centimètres, je les ai mis sur les mètres. Oui, bonhomme. Voilà, c'est ce que je te disais. Écoute-moi. Tu peux faire tout de tête. Ok? Au bout d'un moment, ton cerveau il sature. C'est vrai pour n'importe quel adulte. Donc s'il te plaît, pitié. Ok? Ton tableau, tu le fais. À condition, bien sûr, de ne pas se tromper. Là, tu t'es pas trompé. D'accord? Ok? Il va falloir que tu t'entraînes. Là, ça marche? L'utilisation des outils scripteurs successifs, feutres de couleurs différentes, induit une latence dans l'exécution. Autrement dit, elle ralentit le traitement cognitif et cette simple manipulation empêche une vitesse de traitement supposée trop rapide des sujets potentiellement impulsifs, troubles cognitifs encore trop méconnus et dont les conséquences scolaires sont dévastatrices. Le temps requis, induit par ces manipulations, contraint à la segmentation de la tâche perceptive selon un modèle de type stop and go. Hein? Je me suis trompée, moi. Je sais pas. Si t'as pas mis de couleur, Pépère. C'est la prof, elle me dit que. Un, deux mètres comme ça. Moi, je veux des couleurs. D'accord? Millimètres. Gabriel, si tu mets des chiffres tout seul dans le tableau, sans les unités, tu vas te tromper. D'accord? Non, mais juste les unités, d'accord? C'est bien. 45 mm par jour. Combien Voilà, là on a 3 cm. Ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Tu mets tes couleurs, Gab. Le tableau. Et tu colories juste les centimètres. Et ensuite, ça c'est pas les mêmes couleurs. C'est pas la même unité. Ok, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire, Gab? Il va falloir les centimètres, il va falloir les mettre en millimètres. Eh oui, ma puce.
Donc du coup, tu refais ton tour du tableau, Gab, oui, tu le refais. Oui, tu le fais à côté. Le même. Oui, pépère. Non, c'est facile. Attends, tu le changes, tu m'as dit. Ah oui, non. Faut mettre 3 milliards 600. Non, faut mettre Voilà, tu mets maintenant en rose, on a bien du rose. Alors, Gabriel, Gab, s'il te plaît, tu fais un tableau un peu plus gros. Alors, comment on fait pour trouver cette case-là? Ok. Sur le tableau, je vais voir les couleurs différentes. L'évaluation se déroule 3 jours après la séance de rappel, soit 10 jours après la première présentation de la stratégie. Elle se concentre sur 20 minutes et comprend 4 questions dont le niveau de complexité se concentre en fin de tâche. Tous les élèves de la classe, même ceux n'ayant pas bénéficié de la séance de rappel, sont évalués. Compte tenu du nombre important d'élèves absents lors de la séance de rappel, 7 élèves sur 23 étaient absents, la liberté est donnée aux élèves d'utiliser la stratégie de leur choix. Tout se fait sur la feuille, d'accord? Est-ce que vous vous êtes senti infantilisé? Oui, Malgré le côté un peu enfantin de la méthode, ça nous apprend quelque chose, une autre méthode qui était plus compliquée à la base. Donc les images, l'utilisation des images, le fait que ça soit simple, ça ne vous a pas ennuyé? Non. Ça a peut-être ennuyé le meilleur de la classe. C'est pas moi. Je pense que ça peut permettre de développer peut-être des nouvelles méthodes et d'améliorer les points forts que l'on a dans certaines matières. Et donc du coup ça peut être bénéfique à l'apprentissage. Inès. Je peux plus parler. On est parlé à mes parents parce que c'était une méthode nouvelle. Ouais. Et que mon frère il apprend à il comprend pas toujours. Après j'ai expliqué. Oh classe. Merci pour le cadeau. Ton frère il est en quelle classe? En 6e. Et alors qu'est-ce qu'il... Ouais. Il a compris après. Arrêtez. Une petite question. Est-ce que parmi vous, certains ont bénéficié d'un suivi en orthophonie, en psychomotricité, quand ils étaient petits? Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 50%. Pour moi, c'est aussi un indice. Ça signifiait que lorsque j'ai pensé la stratégie, je l'ai pensé, ce que je vous disais de la première fois qu'on s'est rencontrés, je l'ai spécifiquement pensé pour l'enfant intelligent, qui, malgré des difficultés invisibles, autrement dit, c'est comme si en fait, j'aimais utiliser cette image. Vous voyez ce petit diamant là que j'ai sur ma bague? Ce diamant, avant de le trouver, il était enfoui en terre et il était jonché de parasites. Quand j'utilise une stratégie, quand je pense la stratégie, je pense à cet enfant ou à cet apprenant intelligent, résolument intelligent, qui, à cause de tous ces parasites, on ne voit pas ces éclats. Alors, ce sont des images fortes, mais dès l'instant où on enlève les parasites, je constate que dans l'évaluation, vous êtes 100% à réussir. Est-ce que cette démarche, elle vous a plu?
Oui. Elle a plu à tout le monde? Oui. Qu'est-ce qui vous a plu? Par exemple, les personnes qui étaient plus en difficulté, ça leur a permis aussi d'être plus à l'aise, entre guillemets, et de développer comment dire, je sais pas, oui, mais envers le visuel, parce que vu qu'avec le doigt et les couleurs, ça permet aux autres de réfléchir, mais d'une autre, ouais, voilà, exactement, la mémoire visuelle. Et du coup, ça permet de la développer et c'est plus facile, parce que il y a des personnes qui ont différentes mémoires. Il y en a qui ont besoin d'entendre ce qu'ils disent pour apprendre, d'autres ils ont juste besoin de lire une fois leur leçon et après ils savent tout par cœur. Et du coup, grâce à cette intervention, ça a permis aux personnes en difficulté d'être plus à l'aise. Je trouve ça bien parce que ça change de d'habitude, de quelque chose de très scolaire. Souvent on ne travaille pas avec des images, des couleurs et tout ça, et je trouve ça super bien. Oui. Alors, cette méthode, je l'ai trouvée quand même assez intéressante parce que par rapport aux autres cours où on nous donne les informations rapidement et on nous demande de les assimiler, là on a bien pris le temps de voir chaque chose patiemment et c'est très pratique parce qu'on peut tout comprendre et réussir. Je m'appelle Émile, je suis au collège Persuc et je suis en 3e D. Moi je m'appelle Nathan, j'ai 14 ans et je suis aussi en 3e D. Et notre classe, on a une bonne classe avec des niveaux assez, comment dire, hétérogènes. Et donc, vous êtes venus pour nous aider pour avoir différentes méthodes dans notre apprentissage du produit en croix. Je m'appelle Gabrielle, je suis en 3e D au collège Persuc de Saint-Sophie. Vous en avez parlé à vos parents? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez dit? Moi, du coup, c'est bien qu'ils ne pensent pas qu'aux élèves en difficulté et à tout le monde, parce que même pour les élèves qui ne sont pas en difficulté, c'est plus simple. Et comme ça fait avancer toute la classe en même temps. L'élève parfait, il n'existe pas, c'est-à-dire que un élève ne peut pas être excellent dans toutes les matières. Et du coup, je pense que pour cet élève-là et pour les autres qui sont en difficulté dans plusieurs matières, je pense que ça peut aider, ça peut extrêmement bien aider pour déjà réviser les évaluations, comprendre mieux la leçon et du coup avoir de meilleurs résultats. Moi aussi j'en ai parlé un petit peu à mes parents et quand je leur ai montré cette méthode, je leur ai fait un petit exercice et pour qu'ils emploient, pour qu'ils mettent en œuvre cette méthode. Quand je leur ai bien expliqué, et ils ont très bien réussi l'exercice. Et après, ils m'ont dit que ils trouvaient ça super parce que ça permet de développer plusieurs mémoires, la mémoire visuelle, la mémoire audio. Et donc, eux, ce qu'ils aimaient bien, c'était que ça apporte du changement un peu à l'apprentissage. Quand les professeurs ils nous apprennent les cours et qu'ils nous les marquent au tableau. Ça permet un peu de changer et moi je trouve ça aussi très bien. En quoi ça change? Ça change parce que, par exemple, quand on va apprendre certains calculs, certains théorèmes et tout, ils vont expliquer, soit ils vont expliquer, ça dépend de certains professeurs, mais pratiquement tous les professeurs expliquent rapidement. Il y a pratiquement la moitié de notre classe qui ne va pas comprendre, d'autres qui vont comprendre parce qu'ils ont des facilités, mais ceux qui sont en difficulté vont être complètement largués à côté de la plaque et du coup, après ça va pas les aider pour les autres. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, j'y arrivais pas parce que il m'aidait pas quoi. C'est pas qu'il m'aidait pas, c'est que j'arrivais un peu, mais j'arrivais pas trop avec la technique du professeur. Ça consiste en fait à trouver le lien entre par exemple 8 et 24. Je fais une peau de vache, Gabriel. Je te pose une question
Quel est le lien entre 8 et 24? Beaucoup de personnes vont le trouver tout de suite. Alors, tu as eu 5 sur 5, 10 sur 10, 20 sur 20, sur une compétence, on va dire quelconque. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ta copie? J'étais contente, c'est pas tout le temps que j'ai eu cette note. Et je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde, que tout le monde peut être gagnant, parce que dans différentes matières, ça se passe pas comme ça. Il y a des personnes qui sont mises de côté parce que ils n'arrivent pas à comprendre avec la méthode du professeur, et du coup, ben, ils font comme si ils avaient compris, parce que ça va vite les énerver ou les saouler, et que je pense que tout le monde devrait avoir sa méthode d'apprentissage à la maison et en cours. De montrer, entre guillemets, plusieurs méthodes, qu'il n'y ait pas que la leur, parce que tout le monde ne pense pas comme les professeurs et comme les élèves. Mais comme attend de leur dire de faire plusieurs stratégies pour que ce soit plus facile pour les gens en difficulté, et aussi pour qu'on comprenne mieux, et pour qu'on s'intéresse au cours. Ouais, parce que ce qui a été bien avec vous, c'est que on a eu, je sais pas si on peut dire, une relation très fusionnelle, c'est-à-dire que vous laissiez aucune personne, même les personnes en difficulté et même les personnes qui étaient qui y arrivaient, ben, vous les avez pas mis de côté, vous avez quand même proposé de faire d'autres exercices ou d'approfondir quelques exercices pour aller plus loin. Et pour les personnes en difficulté, vous les avez aidées, vous les avez réconfortées, vous leur avez dit c'est pas grave si tu arrives là, on va répéter jusqu'à que tu y arrives. Et j'ai trouvé ça que c'était très bien. Parce que il y a des profs et des professeurs des fois qui disent bon, je te l'explique une fois, mais bon, le programme fait que j'ai pas beaucoup de temps. C'est ce que j'ai trouvé bien avec vous. Merci, ça me touche beaucoup. 100% de votre classe, toute la classe a réussi. Votre regard doit nous obliger à nous rendre meilleurs dans notre classe. Merci beaucoup. Bien. Je m'appelle Kylian, j'ai 14 ans et je suis au collège Persecution. Si tu ne le sais pas, je voulais te dire que tu avais brillamment réussi. Super. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on apprend, de façon générale? On apprend, mais enfin, c'est plus dur. Je sais pas, il y a trop de phrases, il y a trop de nombres d'un coup. Et donc du coup, ça te perd? Ouais. Est-ce que tu penses que cette stratégie pourrait convenir à tous les élèves? Tous les élèves de la classe ont réussi. Ah ouais? Ouais. Quand on essaye de répondre à un problème difficile et qu'on est exposé toujours à cette même difficulté. T'abandonnes, enfin, je sais pas, tu veux arrêter de faire l'exercice. Ouais. Je sais pas, ça s'énerve. Oui. Enfin, je sais pas, c'est toujours le même truc, donc... Et si ça se retrouve dans toutes les disciplines? Bah là, t'as hâte d'école. Enfin, t'as envie d'arrêter l'école. Comment vous avez accueilli ma demande d'intervention? Alors j'étais un peu surprise parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude en France de faire des expérimentations de ce type-là. Après, on est toujours chercheurs, on cherche toujours des moyens pour faire apprendre les élèves peut-être différemment, pour rentrer sur des apprentissages différemment. Donc c'est vrai que ça m'intéressait de voir ce que c'était, et j'étais en attente de voir ce que vous alliez me proposer pour savoir si ça allait correspondre à mes attentes aussi, pour en faire bénéficier les élèves. En quoi cette stratégie vous a intéressé? Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je remarque, donc là c'était sur le niveau 3e, donc qu'en 3e, la proportionnalité n'est pas encore acquise, malgré qu'ils le travaillent depuis le CE2, il me semble.
Donc cette année, j'avais moi-même déjà sur ma progression mis un paquet sur la proportionnalité. Et donc quand vous êtes arrivé en me proposant un moyen de traiter la proportionnalité, je me suis dit bon, ça peut accrocher, ça peut coïncider avec ce que j'avais prévu de faire cette année. En troisième, ils ont déjà vu toutes les méthodes normalement de proportionnalité. Donc les élèves qui en troisième n'y arrivent pas, je cherchais voilà, un moyen de vraiment les accrocher, de faire en sorte qu'ils y arrivent forcément. Et la méthode que vous proposez permet, pour ces élèves-là qui ne maîtrisent pas le sens, d'arriver à vraiment traiter la proportionnalité. Voilà. Alors, c'est une question qui ne figure pas sur ma liste, mais en échange, je défends l'idée que si on aménage le trottoir à l'usage des personnes à mobilité réduite, on s'aperçoit que tout le monde emprunte le trottoir et d'un point de vue pédagogique ou éducatif, c'est exactement la même image. Certes, vous avez évoqué un outil qui répondrait spécifiquement à des enfants qui sont le plus en difficulté par rapport à une notion qu'ils auraient déjà vue effectivement depuis le CE2. Est-ce que ce type de stratégie pourrait répondre, à votre avis, à ceux qui sont en situation de réussite, qui n'auraient pas en tout cas de difficultés? Alors, ça leur permet d'aller plus vite dans le sens où ils automatisent. Oui, ils automatisent. Mais après, le petit bémol que je mets à cette stratégie, c'est que derrière, il n'y a pas une réflexion pour traiter le problème différemment. Des fois, on peut avoir la linéarité, traiter la proportionnalité avec la linéarité, et ça va beaucoup plus vite que parfois le produit en croix. Et donc voilà, c'est le petit bémol que je mets, c'est qu'en fait, c'est un plus, mais parfois ça peut être un moins aussi, parce que ça aurait pu être traité beaucoup plus rapidement avec d'autres méthodes si les élèves avaient mis du sens à la proportionnalité derrière. Voici un exemple qui illustre la linéarité. C'est une méthode qui est enseignée à l'école primaire. 30 litres d'essence coûtent 48 €. Le volume d'essence est proportionnel au prix payé. Combien coûte 45 litres? Pour la clarté de l'énoncé, on peut ranger ces données dans un tableau de proportionnalité. 30 litres d'essence coûtent 48 €. Ils sont placés dans le tableau. La technique proposée ici consiste à diviser par 2 le volume d'essence pour 30 litres. On obtient donc 15 litres. Et donc, comme nous sommes dans une situation de proportionnalité, il est possible de diviser aussi 48 par 2 est égal à 24. Nous connaissons le prix de 30 litres d'essence, de 15 litres d'essence. On remarque que 30 plus 15 est égal à 45. Il reste donc à calculer 48 plus 24. 45 litres d'essence coûte 72 €. C'est une question que j'ai soulevée tout à l'heure en classe, notamment la capacité en fait à faire cette gymnastique mentale, ce calcul de causalité, de rapport entre les multiples et les sous-multiples. Cette stratégie est une astuce, est une voie d'accès. Malheureusement, les travaux montrent que cet accès à ces calculs mentaux, malgré des efforts d'apprentissage, cette flexibilité mentale ne permet pas à des enfants ou des apprenants qui n'ont pas accès à cette gymnastique-là. Mentale. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on trouve une solution de contournement, peut-être à terme permettrait d'avoir cette flexibilité. Pensez-vous qu'elle puisse donc servir à des adultes, cette même stratégie? Oui, bien sûr. Enfin, le produit en croix, je pense que la plupart des adultes passent par le produit en croix quand ils veulent faire de la proportionnalité, que ce n'est pas des chiffres, des nombres pour lesquels c'est simple, le calcul est simple à faire de tête, donc on passe forcément par le produit en croix. Et du coup, l'utilisation des images, c'est-à-dire en simplifiant en fait l'accès au concept. C'est-à-dire des kilomètres, du rouge sous du rouge, du vert sous du vert. Ça, c'est ce qui m'a fait aussi faire que j'ai accepté votre démarche aussi. C'est le fait que c'était pas juste, on écrit trois nombres et puis on cherche le quatrième.
Et le fait de faire aussi ce rapport avec les grandeurs, les unités, voilà, c'est pour lequel je me suis dit, bon, voilà, c'est pas juste une mécanique, il y a aussi une réflexion derrière sur le passage à l'unité, la concordance, et voilà, je me suis dit, donc là, bon, ok, on n'est pas uniquement sur de l'automatisme où après les élèves sur un problème se plantent carrément parce qu'ils ne font pas de nombre sans savoir à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche les élèves de trouver le coefficient de proportionnalité? Le coefficient de proportionnalité, il faut déjà avoir compris ce que c'est qu'une fraction, la notion de quotient, et c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas évidente et pour beaucoup d'élèves qui est complètement abstraite. Et donc arriver à trouver ce coefficient de proportionnalité, il y a beaucoup qui n'y arrivent pas et qui... Ouais, c'est vraiment, je pense, la notion de quotient qui n'est pas maîtrisée, le fait que quand le quotient de A par B, c'est le nombre qui multiplié par B donne A. Et donc si ça, on ne l'a pas compris, trouver le coefficient de proportionnalité, on ne peut pas. Alors, est-ce que cette méthode multimodale vous permet de la mettre en pratique? Alors oui, là je continue à l'utiliser. Après j'ai fait les pourcentages, j'ai fait la notion de ratio. Et là je suis en train de faire le théorème de Thalès, donc tout ce qui est proportionnalité. Et effectivement, je leur redemande, sur ces élèves où vous avez fait l'intervention, de refaire à chaque fois le tableau, les concordances, etc. Donc c'est vrai que je l'utilise parce que ces élèves-là se sont appropriés et ça leur permet d'avoir... moi de faire une accroche aussi sur ça et ah oui mais ça on sait faire et voilà donc ça passe mieux parce qu'ils se retrouvent en situation de je sais faire. À chaque fois j'essaie de les raccrocher sur ça parce que c'est vrai que le théorème de Thalès c'est pareil, même s'ils l'ont vu en quatrième, il y a la plupart qui n'y arrivent pas et voilà donc en ayant raccroché à la proportionnalité ça passe mieux, le fait d'avoir vu cette méthode-là aussi, de se dire ah ben en fait c'est juste proportionnalité produit en croix. Bon après, voilà, parce que donc je pense que ouais, ça a dû y jouer. Le fait d'avoir traité, moi c'est pareil, c'est la première année aussi que je fais vraiment un chapitre sur la proportionnalité. Donc je le vois même avec l'autre classe de 3e que je suis, où le fait d'avoir vraiment traité la proportionnalité, ben là Thalès passe bien aussi. Quoi. Le fait d'avoir passé ce temps-là sur la proportionnalité, ça leur permet vraiment, là maintenant, moi j'en vois le bénéfice, c'est sûr. Top, merci. C'est vrai que le problème aussi des mathématiques en 3e, c'est qu'il n'y a pas uniquement le concept de proportionnalité, donc dès que je me raccroche à la proportionnalité, c'est bon, ils y voient maintenant le lien, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui rentrent aussi que voilà, il y a toujours des élèves qui, au bout d'un moment, non, là je peux plus, c'est plus dans mes cordes, j'abandonne. Mais voilà, on continue à garder l'espoir et à faire en sorte qu'ils essayent de s'accrocher, de faire le maximum. C'est ce que je leur dis, moi à chaque fois, je leur dis, même si tu n'arrives pas au bout, essaye toujours, il faut continuer à essayer et ils sont tous capables de faire des choses, c'est sûr, mais à partir du moment où effectivement ils sont attentifs et ils continuent à essayer. S'ils n'essayent plus, ils n'y arriveront plus, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, vous pourriez la dispenser à des élèves de 6e si vous aviez en charge ce groupe-là? Alors, pour en avoir discuté, ça pourrait être un moyen de remédiation en fin de 5e, à mettre en place peut-être avec des élèves qui effectivement ne maîtrisent pas la proportionnalité pour qu'après en 4e et en 3e, ils puissent rentrer dans les apprentissages sans avoir ce bagage à traîner là derrière, où ils ne savent toujours pas faire et où ça rajoute des difficultés. Donc on disait peut-être essayer de faire en sorte qu'à la fin de la 5e, pour les élèves qui n'ont pas réussi, de faire ce genre de choses pour qu'ils y rentrent tous dedans et qu'ils puissent en 4e rentrer dans Thalès sans problème.
David Chaminade, chef d'établissement au collège Pierre Sucre. Nous avons initié une démarche expérimentale. Je voulais savoir en fait qu'est-ce qui a motivé cette démarche au sein de votre établissement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le sujet sur les élèves à besoins particuliers. Il y a un sujet d'actualité, puisqu'on est sur la rentrée inclusive, qui est une préoccupation déjà antérieure pour ce qui me concerne dans les établissements dans lesquels j'ai exercé, avec comme constat le fait que ça bougeait un petit peu, mais ça ne bougeait pas non plus très très vite et de façon assez hétérogène dans les équipes pédagogiques. Et que le moyen aussi, un des moyens pour faire bouger, c'était le travail sur les expérimentations, en plus des formations, etc. etc. Mais ça, c'est une autre entrée dans on va dire, dans l'évolution aussi des représentations et des mentalités sur l'inclusion au niveau des enseignants. Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait des résultats de la démarche expérimentale. Non. Alors, il semble que 100% des élèves qui ont bénéficié de la stratégie ont réussi leur évaluation. Si j'en crois à mes souvenirs, les scores, la moyenne générale est de 4,25 sur 5, ce qui signifie clairement que massivement les enfants ont réussi. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille et on propose des aménagements aux élèves qui en ont le plus besoin, non seulement ça leur bénéficie, mais aussi pour ceux qui n'en avaient pas forcément besoin, ça va permettre aussi d'avoir un autre regard sur les notions qui sont abordées, et que ces aménagements permettent, pour lesquels, on va dire, ça permet une appropriation pour l'ensemble des élèves. Donc je pense que pour eux, donc là je parle des élèves qui n'ont pas forcément de besoins spécifiques, ça leur donne aussi d'autres outils pour penser et comprendre ce qui se joue dans ce qui est appris. Voilà. Après, la question qui se pose, c'est sur on va dire, pas la corrélation, mais le fait qu'on soit pour certains dans une réelle démarche mathématique, au sens, on va dire, didactique, voilà, de la didactique disciplinaire. C'est plutôt, voilà. Mais en fait, de toute façon, à partir du moment où on aménage, voilà, c'est censé profiter à tout le monde. La première crainte, lorsque je présente ces stratégies, c'est le côté en fait simpliste, l'utilisation des images qui sont véhiculées avec des représentations relativement réductrices, puisqu'on considère que l'image est utile dans l'enfance, mais qu'on doit être amené à s'en dessaisir très rapidement pour faire appel à l'abstraction, au langage écrit. À cette perspective, on craint souvent que les élèves qui sont en réussite, qui comprennent vite, risquent de s'ennuyer. Tout ce qui est apprentissage avec, on va dire, des outils non conventionnels, et je dirais qui ne répondent pas à ce qui est forcément porté dans les instituts de formation des maîtres, eh bien ça vient pour certains heurter leur représentation de leur discipline. Ça vient oui, ça vient clairement heurter leur représentation, mais on sait pertinemment que l'objectif pour les enseignants, si on veut que les élèves apprennent et que le maximum d'élèves puissent apprendre, c'est de diversifier les techniques qui permettent aux élèves, ou les méthodologies qui permettent aux élèves d'accéder à l'apprentissage. Et l'imagerie, c'est comme quand on apprend ses leçons, je veux dire, se raconter l'histoire de sa leçon par des images ou par des... Voilà, ben à partir du moment où ça correspond à tel ou tel élève, eh ben il ne faut pas se l'interdire, il faut même le proposer, et puis après chacun prend finalement ce dont il a besoin. Donc ça serait, je dirais, une approche idéale, voilà, c'est-à-dire diversifier, que les enseignants s'outillent
et diversifient les méthodologies qu'ils proposent aux élèves pour qu'ils puissent accéder à la compréhension, aux apprentissages. Et voilà, donc ça permettrait aussi un peu plus de persévérance disciplinaire. Quelle conclusion vous pourrez en tirer à partir de cette expérience? Qui est intéressant, alors les 100% c'est intéressant parce que bon, ça veut dire, ça vient avaliser le fait qu'effectivement ça profite à tout le monde. Mais ce qui est intéressant plutôt, c'est la part des élèves qui n'auraient pas eu accès à la réussite, et qu'il faut aussi prendre en compte, et je dirais que c'est celle-là qui est quand même, à mettre au crédit de cette expérimentation. Donc voilà, après la question c'est la généralisation, c'est tout ce qui va après derrière. Donc, et tant mieux, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'ont dit les élèves d'un point de vue pas quantitatif, mais qualitatif sur l'approche, notamment les élèves. Le groupe élève a besoin particulier et le groupe élève qui n'avait pas de besoin particulier. Globalement, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va être qualitatif. C'est comment ils se le sont appropriés, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, en quoi ça leur a permis d'eux ou pas permis d'eux. Voilà. Tout à fait. Alors à cette question, bon, ils ont répondu hier, en tout cas ceux qui étaient présents. Ceux qui étaient en difficulté ont reconnu la pertinence de cette démarche. Ensuite, j'ai interrogé ceux qui réussissent presque en toutes circonstances, sans nécessairement aménager le trottoir. Et ce qui est ressorti de façon unanime, c'est que ce type d'aménagement permet non seulement aux élèves en situation de handicap ou en difficulté de réussir, mais l'idée de la conscience collective, c'est-à-dire qu'ils réussissent tous ensemble. Et c'est ce qu'ils ont exprimé, le fait de pouvoir réussir ensemble en même temps. Ouais. On est dans un système qui est un système qui évalue, qui classe, qui trie. Et effectivement, l'abstraction en mathématiques est un moyen aussi de trier pour des élèves qui seraient susceptibles de prendre des fonctions dans le domaine scientifique, ingénierie, les hauts postes. Et que donc, je veux dire, peut-être ça commence un petit peu trop tôt. Parce que ça disqualifie quand même pas mal d'élèves avant la fin du collège. Donc si on avait quelque chose qui permettait finalement de limiter le décrochage disciplinaire en mathématiques ou dans d'autres disciplines scientifiques, pour ce qui est le cas ici, ça serait quand même une bonne chose. On en a besoin parce que, comme on en a déjà parlé, il y a les prises de conscience qui se font, qui rendent les enseignants peut-être plus bienveillants, plus attentifs aux difficultés qu'ils auraient auparavant balayées et mis sur le versant purement disciplinaire, mal élevé, etc., etc. Donc là déjà, il y a cette culture qui est en train de se développer. Mais clairement, la difficulté réside dans la mise en œuvre, la connaissance et la mise en œuvre des stratégies. Ça va être long, parce que sur la formation initiale, c'est tellement peu abordé que c'est compliqué. C'est aussi un problème de culture avec des corps d'État, donc d'éducation nationale, qui aussi cloisonne et compartimente, et ce qui fait qu'on avance lentement, mais on avance. Monsieur Chagnac, je voulais vous remercier infiniment parce que vous m'avez donné la chance de pouvoir révéler à une partie en fait des enseignants qui bénéficieront de formations et peut-être d'étendre en fait cette information un petit peu plus loin que le département, de montrer que au moyen des aménagements, beaucoup d'enfants, tous, ont mobilisé leurs compétences et ont révélé leurs talents. Ils ont eu accès. C'est ça. C'est une expérience très enrichissante et le témoignage des enfants l'aide d'autant plus. Oui, ça renforce. Oui, ça vient renforcer. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait.
Merci de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Anne Viguier, la maman de Kylian, qui a des troubles multidis sévères et voilà, qui est en lutte à l'école depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez été au courant de la démarche expérimentale qui a débuté dans sa classe? Tout à fait, Kylian m'en a parlé, on a eu les supports, oui, on a été informés. Alors, quel regard vous avez pu porter sur le contenu de la stratégie? Un regard dans l'ensemble favorable, puisque forcément c'est une expérience qui permet de démontrer aussi que nos enfants, malgré des troubles ou sans troubles, peuvent aussi bénéficier de façons détournées d'apprendre par des petites astuces qui sont nouvelles, de la couleur, des tableaux, des choses qui, ma foi, sont simples aussi, à la portée de tous et qu'on n'utilise jamais, ou rarement, et c'est vrai que ça leur donne une chance supplémentaire de pouvoir apprendre différemment, oui. Est-ce que cette stratégie a infantilisé Kylian? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le but c'est de savoir s'ils retiennent des informations, si Kylian retenait des informations. Je pense que dès que l'objectif est atteint, c'est l'apprentissage qui est nécessaire. Donc infantiliser un enfant, c'est au contraire le laisser sur le bas-côté et puis attendre que ça se passe. Oui, ça c'est plus problématique, oui. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, qui a priori été conçue spécifiquement pour l'enfant intelligent, en difficulté dans les apprentissages, peut aussi s'adresser à un adulte? Autrement dit, est-ce que cette stratégie peut s'adresser à tout public? Oui, dès l'instant où elle est efficace. Après, chacun prend, de toute façon, on apprend tous de façon différente. Donc dès l'instant où on a plusieurs stratégies, qu'il y en a une qui fonctionne bien et que celle-ci, si elle fonctionne pour plus de monde, si elle a une portée plus importante, c'est que forcément elle peut être utilisée par tous, oui. Est-ce que vous avez une observation par rapport à la façon dont je suis intervenue par rapport au groupe classe? Une observation dans quel sens? Alors, est-ce que ce type de procédé, c'est-à-dire une présentation simple, oui, une phase de répétition et une évaluation qui concerne la compétence? Alors l'observation, c'est que de toute façon en classe, les enfants sont censés faire des exercices répétés, mais sur un volume d'information qui est très lourd et trop lourd pour des enfants comme Kylian. Donc de les prendre sur un groupe classe, de scinder une classe en deux, déjà on a des effectifs réduits, donc ils sont beaucoup plus attentifs. Le flux d'informations, il est concentré à l'essentiel. Et après, il y a une répétition. Les enfants qui ont des troubles comme Kylian ont une mémoire de travail qui est très faible. Donc la répétition, elle est nécessaire. Et de répéter en rajoutant des informations sans arrêt, on les perd, on les noie complètement. Donc oui, d'aller à l'essentiel, de répéter et d'attendre, parce que dans la démarche, il y a eu un délai d'attente pour organiser après l'évaluation. Et là, on s'est bien rendu compte que même s'il y a eu un délai d'attente, des enfants comme Kylian ont pu se souvenir et avoir les bons outils pour résoudre les exercices. Donc oui, le process a très bien fonctionné. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a parlé de ces 3 étapes. Il se trouve que l'évaluation s'est déroulée le 13 décembre. Oui. Nous sommes le 4 février. Oui. Et Kylian a retenu. C'est ça. Alors que quand il y a d'autres notions, il ne les retient pas du tout. Parce qu'elles n'ont pas de sens pour lui, ça va trop vite. Si vous aviez un message, quel serait-il? Et pour qui? Le corps enseignant, ça c'est certain. D'essayer de multiplier justement ce type d'expérience pour essayer de voir en fonction des matières comment procéder, parce qu'il y a plein de techniques qui sont à notre disposition pour permettre d'avoir une meilleure lecture, de recentrer la bonne information, celle qui est nécessaire, et de ne pas multiplier comme ça tous ces supports que l'on a, d'avoir une synthèse des cours pour ces enfants-là. Et de toute façon, ces synthèses-là serviront à tous les enfants. Mais c'est vrai que de synthétiser, c'est vraiment... Et puis d'essayer en fonction des matières de trouver des astuces, mais ça se fait pas tout seul dans son coin. Il faut que ce soit des équipes qui soient
qui soient dans cette synergie-là, de manière à essayer de proposer quelque chose à leurs enfants, oui. Je pense que ça c'est faisable. Ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'énergie. Mais bon, si c'est pour un mieux vivre en classe pour tout le monde sur toute une année, je pense que bon, ça vaut le coup d'essayer, quoi. Merci Anne. Bah de rien, avec plaisir. Si mon hypothèse de départ consistait à développer une stratégie qui devait permettre à l'enfant le plus en difficulté de révéler toutes ses potentialités au moyen d'une stratégie spécifique, les résultats révèlent que tout le groupe classe a réussi l'évaluation si l'on considère que la note standard pour valider l'épreuve est de 10 sur 20. La moyenne de la classe se situe à 17 sur 20, 20 étant la note la plus élevée et 10 la plus basse. L'expérience faite à l'issue de cette démarche révèle que le choix de la stratégie 10 sur 10 a largement été utilisé. 76% avec un taux de réussite de 94%. D'autres stratégies ont été mobilisées avec un taux de réussite variant de 80% à 12%. La même évaluation a été soumise à un autre groupe classe n'ayant pas bénéficié de mon intervention. Bien que cette analyse n'ait pas de valeur scientifique à proprement parler, il est néanmoins intéressant de comparer les moyennes les plus basses des deux groupes classes. L'attention est portée sur la moyenne la plus basse. En bleu, nous avons la population cible, c'est-à-dire celle qui a bénéficié de la stratégie 10 sur 10, et en rouge, la population témoin. On constate qu'au premier trimestre, la population cible a une moyenne la plus basse de 6,75 contre 4,69 pour l'autre classe. À l'issue de l'évaluation pour les deux classes, la comparaison est intéressante. On constate que la moyenne la plus basse est de 10 pour la population cible, c'est-à-dire celle qui a bénéficié de la stratégie, contre 5 pour celle qui n'a pas bénéficié de la stratégie. On observe donc une amélioration de 3,25 points pour la population qui a bénéficié de la stratégie, contre une augmentation de 31 centièmes pour l'autre. L'échantillonnage restant réduit, la généralisation des constats est difficile et cela nécessiterait un travail à une plus grande échelle si l'on souhaitait obtenir une analyse plus fine et aboutie. Toutefois, les résultats sont néanmoins bien orientés et encourageants. Quoi qu'il advienne, l'approche qualitative fournie par le témoignage des enfants nous dit beaucoup sur leurs attentes et leurs représentations. Je voudrais conclure par une citation de Jean Piaget. L'objectif principal de l'éducation est de créer des hommes qui soient capables de faire de nouvelles choses, sans se contenter de répéter ce que les autres générations ont fait, des hommes créatifs, inventeurs et explorateurs.